Lizzie présente Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, lu par Christophe Brault. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Voltaire, Candide. Cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre Brave New World, avec l'épigraphe suivante en français. Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois, et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante: comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Nicolas Berdyaev. Nouvelle préface, 1946, par Aldous Huxley. Le remords chronique, tous les moralistes s'accordent sur ce point, est un sentiment à proscrire. Lorsqu'on a mal agi, on se repent, on répare dans la mesure du possible, et on s'applique à se mieux conduire la fois suivante. Sous aucun prétexte, il ne faut ruminer ses méfaits. Se rouler dans la fange n'est pas le moyen le plus sûr d'éliminer sa crasse. L'art aussi a sa morale, et bien des règles de cette morale sont semblables, ou du moins analogues à celles de l'éthique ordinaire. Ainsi, le remords est tout aussi malvenu quand on a commis une mauvaise œuvre qu'une mauvaise action. Ce qu'il y a de mauvais en elle doit être traqué, reconnu, et si possible évité à l'avenir. S'attarder sur ces ratages littéraires d'il y a 20 ans, tenter de colmater les brèches d'une œuvre insatisfaisante pour lui assurer la perfection manquée au départ, passer sa maturité à réparer des fautes commises et léguées par cet autre que nous fûmes dans la jeunesse, c'est peine perdue. Voilà pourquoi ce nouveau meilleur des mondes est identique à l'ancien. Ses défauts artistiques sont considérables, mais pour les corriger, il me faudrait réécrire tout le livre, et ce faisant, l'homme plus âgé et différent que je suis aujourd'hui risquerait d'éliminer en même temps que ses défauts les quelques mérites de l'original. Ainsi donc, résistant à la tentation de me vautrer dans le repentir littéraire, je considère que le mieux, tout autant que le mal, est l'ennemi du bien, et oriente ailleurs mes réflexions. En attendant, toutefois, il vaut sans doute la peine de mentionner au moins le défaut majeur du roman, à savoir que le sauvage est placé devant une seule alternative, une vie démente en utopie ou la vie d'un primitif dans un village indien, plus humaine à certains égards et à d'autres tout aussi bizarre et hors norme. À l'époque où le livre a été écrit, l'idée que l'homme puisse choisir librement entre la folie d'une part et la démence de l'autre me paraissait amusante, et je la jugeais plausible. Cependant, pour ménager l'effet dramatique, il est souvent donné au sauvage de tenir un discours plus rationnel que ne le laisserait attendre son éducation parmi les adeptes d'une religion faite à parts égales de culte de la fertilité et de férocité expiatoire. Même sa fréquentation de Shakespeare, pour tout dire, ne justifierait pas ces déclarations. Et à l'issue du roman, sous la contrainte, sa raison bat en retraite. Son pénitentisme natif reprenant le dessus, il s'inflige une torture maniaque et le désespoir le conduit au suicide. Et ils moururent très malheureux sans avoir d'enfants, ce qui rassurera grandement l'esthète à la Pyrrhus, auteur de cette fable. Aujourd'hui, je n'éprouve pas le besoin de démontrer que vivre selon son bon sens est impossible, bien au contraire, tout en demeurant aussi certain qu'hier qu'il s'agit là d'un phénomène rare. Je suis convaincu que la chose est réalisable, et j'aimerais bien la croiser plus souvent. Pour en avoir parlé dans mes derniers livres, et surtout pour avoir compilé une anthologie de ce que les auteurs sains d'esprit ont écrit sur la santé mentale et les moyens de l'atteindre, je me suis entendu traiter par un universitaire éminent de tristes symptômes de l'échec de la classe intellectuelle en temps de crise. Sans doute faut-il en déduire que ce professeur et ses collègues sont d'allègres symptômes de réussite.
Les bienfaiteurs de l'humanité méritent pleinement honneur et hommage. Édifions donc un panthéon aux doctes professeurs. Il faudra le construire parmi les ruines d'une des cités éventrées de l'Europe ou du Japon. Au-dessus de l'entrée de cet ossuaire, on gravera en lettres de 2 mètres de haut ces simples mots: à la mémoire des éducateurs du monde. Si monumentum requiris circumspice. Mais pour en revenir au futur, si je devais réécrire le livre, j'offrirais aux sauvages une 3e voie. Entre le Charybde de l'utopie et le Scylla du primitivisme se situerait un espace pour la santé mentale, possibilité déjà actualisée jusqu'à un certain point dans une communauté d'exilés et de réfugiés du meilleur des mondes installés au sein de la réserve. Dans cette communauté, l'économie serait décentralisée et henri-georgienne, la politique kropotkinesque et coopérative. La science et la technologie y seraient employées, tel le repos dominical, dans l'esprit qu'elles sont faites pour l'homme et non pas, comme actuellement et plus encore dans le meilleur des mondes, comme si les hommes devaient s'adapter à elles et leur être asservis. La religion serait la quête consciente et intelligente des fins dernières de l'homme, la connaissance unificatrice de l'immanence, Tao ou Logos, et de la transcendance, Dieu ou Brahman. On y pratiquerait une philosophie de la vie qui serait une forme d'utilitarisme supérieur, où le principe du bonheur maximal serait subordonné à celui des fins dernières. La première question à poser, la première aussi à laquelle répondre en toutes circonstances, étant celle-ci: comment telle idée, telle action favoriseront-elles ou contrarieront-elles les fins dernières de l'homme pour ce qui nous concerne, moi et les autres? Élevé chez les primitifs, le sauvage, selon cette hypothétique nouvelle version du livre, ne serait pas transplanté en utopie avant d'avoir acquis une connaissance directe de la nature de la société, composée d'individus coopérant librement et engagés dans la recherche de la santé mentale. Ainsi modifié, le meilleur des mondes posséderait une complétude artistique et même philosophique, s'il m'est permis d'employer ce grand mot pour une œuvre de fiction, qui lui fait manifestement défaut sous sa forme actuelle. Mais le meilleur des mondes est un livre sur l'avenir, et quelles que soient ses qualités littéraires ou philosophiques, un livre sur l'avenir ne peut nous intéresser que si ses prophéties paraissent raisonnablement réalisables. Depuis notre observatoire actuel, 15 ans en aval dans l'histoire moderne, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.